Ça fait 21 ans que je travaille. Mais je n'ai jamais atteint autant d'objectifs. J'ai jamais eu autant de retours positifs sur ce que je fais. J'ai jamais gagné autant d'argent, ni eu autant d'impact que ces 6 dernières années. Et pourtant, ces 6 dernières années, ce sont celles pendant lesquelles je me suis le moins foulée. Mon secret, c'est que depuis tout ce temps, je m'attache à exploiter ma zone de confort. Et ça, c'était quelque chose d'inimaginable pour moi avant, parce que j'ai grandi avec l'idée qu'il y avait une seule manière de réussir: appliquer à la lettre les méthodologies qui ont fait leurs preuves et s'y adapter, même si c'est dur. Ben oui, parce que sinon on reste moyen dans la médiocrité. Et ça me parle parce qu'à l'école, j'étais typiquement une élève moyenne. Mes bulletins disaient tous à peu près la même chose, que j'avais du potentiel, mais qu'il fallait que je fasse un peu plus d'efforts pour avoir des résultats à la hauteur. Mais est-ce que j'en étais vraiment capable de me donner du mal sur le long terme? Je ne suis pas sûre. Parce qu'à 22 ans, quand j'ai subi un stress chronique, ça m'a déclenché une tumeur inflammatoire. Et ce diagnostic médical, moi, je l'ai vécu comme un verdict. Je n'étais même pas capable de supporter les premières difficultés de la vie active. Alors vous imaginez bien que réussir... Sauf qu'en approchant de la trentaine, j'ai eu une nouvelle ambition. Je voulais entreprendre. Et ça, typiquement, pour moi, c'est quelque chose qui demandait de l'excellence et une extrême résistance au stress. Comment est-ce que je pouvais faire, vu que j'avais l'air d'être vouée à rester moyenne? Peut-être m'entraîner, en sortant de ma zone de confort. Vous voyez un peu comme on s'immunise d'un poison, en m'en injectant un petit peu de stress tous les jours pour m'habituer. Alors pour ça, je me suis lancée dans des jobs commerciaux pour lesquels je n'avais pas de formation ni de légitimité particulière, mais avec les objectifs à tenir tous les mois, j'ai été sûre d'avoir ma petite dose de pression quotidienne. Mais j'avais tout prévu. Je me disais, si ça devient trop dur, trop stressant, eh bien j'arrête d'appliquer les méthodologies inconfortables qu'on me demande d'appliquer et je fais les choses à ma sauce. Et il se trouve que je vendais autant. Je ne comprenais pas trop comment c'était possible, mais je ne cherchais pas trop parce que ça m'arrangeait. En revanche, il y a une chose que j'avais pas prévue, c'était la quantité de stress réel que cette espèce de bootcamp allait m'imposer. Et quand mes résultats ont commencé à baisser, on m'a renvoyé en formation, on m'a suivi de beaucoup plus près, et on s'est assuré que je respecte la méthode à la lettre, quoi qu'il m'en coûte. Et apparemment, ça ne me suffisait pas, puisque c'est à cette période que j'ai demandé de nouvelles responsabilités, en plus de mes missions commerciales. Parce que j'avais envie de me prouver et de montrer que j'étais capable d'encaisser. Non, toujours pas. Et cette fois, la vie me l'a montré par un burn-out. Et c'est dans cette situation très éloignée de l'extrême résistance au stress et de l'excellence que je me suis mise à mon compte. Parce qu'apparemment, je suis pleine de surprises. Et en parlant de surprises, je suis tombée enceinte aussi, en même temps. Et croyez-moi, cumuler entrepreneuriat et maternité, quand on pense encore pouvoir être Beyoncé, ça mène droit à un nouvel effondrement. Et nous voilà il y a 6 ans. Pour sauver ma santé mentale, je prends une décision radicale. Plus jamais de stress chronique lié à mon travail. Vous avez vu comme ça semble audacieux? Mais moi, je l'ai vécu comme un abandon de mes rêves, comme un aveu de faiblesse. Et je me suis dit, voilà, ma réussite, elle n'ira pas plus loin. Et puis finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je travaillais moins, je travaillais mieux, j'étais moins stressée et j'ai commencé à gagner plus. Et cette découverte, elle est devenue le cœur de ma vie professionnelle. J'ai décidé de mettre toute mon énergie dans la promotion du slowpreneuriat et d'y accompagner mes pairs. Mais je dois vous avouer un truc. Au début, je constatais que ça marchait sur moi, sur d'autres, donc c'était pas juste un coup de chance. Mais j'étais pas vraiment capable d'expliquer comment il était possible d'obtenir plus en faisant moins d'efforts. Parce que ça, il n'y a jamais personne qui me l'avait expliqué. Alors j'ai creusé. Et le premier sujet auquel je me suis intéressée, c'était celui du stress, puisque c'était face à lui que je me sentais si faible. Et j'ai vite compris qu'il n'existe pas de bon stress. Il y a soit du stress aigu, physiologique, qui vient nous aider à répondre à un danger, puis qui s'en va quand ce dernier est parti. Et il y a le stress chronique,
celui qui s'installe, celui qui use le corps, qui abîme la santé, qu'on ait l'illusion de le choisir ou qu'on le subisse. À cette époque, j'ai aussi compris que finalement, on était tous naturellement très mauvais pour certaines choses et très bons pour d'autres. Et moi, j'ai un talent particulier. C'est que je suis une madame oui, mais. C'est un peu pénible pour mon entourage, mais c'est très pratique pour questionner certaines injonctions, comme celle-ci. Il faut sortir de sa zone de confort. Sinon, pas de progression, pas de réussite, pas de grandeur. On doit juste se contenter d'une petite vie morne et molle. Vous êtes sûr de ça? Parce que moi, mon expérience, c'est que je me suis quand même jamais sentie aussi vivante, aussi épanouie, et j'ai jamais autant accompli de trucs que depuis que je l'exploite, ma zone de confort. Et je ne suis pas une anomalie statistique, c'est quelque chose que je constate tous les jours désormais dans mon travail. Donc je me suis dit, je vais quand même enquêter pour savoir d'où ça vient, cette expression un peu prémâchée qu'on nous sort à longueur de journée. Et vous allez voir, c'est une histoire fascinante. Elle commence en 1908. Les chercheurs américains Yerkes et Dodson étudient, attention, les performances de rongeurs en fonction de l'intensité des chocs électriques qu'on leur donne quand ils se trompent. Okay ? Et les résultats, les voici. Les rongeurs sont les meilleurs quand les chocs électriques sont d'intensité moyenne. Plus faibles ou trop forts, ils sont moins bons. Et ça, cette espèce de courbe en cloche, elle est toujours utilisée aujourd'hui, toujours connue comme la loi de Yerkes et Dodson, et notamment dans le management et le développement personnel. Mais il y a deux problèmes avec cette appropriation. La première, c'est que ces chercheurs et d'autres contemporains ont poursuivi leur recherche et ils se sont vite rendus compte qu'en augmentant la difficulté des tâches, quand ils arrivaient sur des tâches cognitives complexes pour les rongeurs, on ne trouvait pas du tout ça. Là, dès le moindre choc électrique, même d'intensité basse, les performances baissaient. Donc on a retenu une partie de l'expérience, celle qui vient appuyer ce mythe d'un bon stress qui serait nécessaire pour être performant. Et le deuxième problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle quand même d'un système de punition par choc électrique. Et apparemment, ça n'a gêné personne d'aller, paf, calquer ça sur le monde du travail humain. Mais ça a quand même eu beaucoup d'influence. On va faire un bond dans le temps, on arrive dans les années 80. Aux États-Unis, on est en plein essor du no pain, no gain, pas de douleur, pas de gain, pas de résultat. Et pourtant, les entreprises américaines, à ce moment-là, elles subissent une grosse baisse de productivité. Et Judith Bardwick, une psychologue du travail qui analyse ce phénomène, sort en 1991 un livre qui s'intitule « Danger dans la zone de confort ». Et c'est ainsi qu'elle est la première à poser cette expression. Dans son analyse, elle estime que les salariés ne sont en fait pas assez stimulés, challengés, et qu'ils obtiennent des récompenses sans avoir vraiment besoin de fournir des efforts. Donc, comme on pense qu'il y a besoin d'une certaine dose de stress pour être performant, elle recommande de leur mettre un peu plus la pression et des récompenses uniquement quand ils sortent de leur zone de confort. Alors on est d'accord, on a totalement oublié cette femme, son livre, le contexte de son écriture, mais alors on a adoré le concept. Et ça a fait naître tout plein de schémas que vous avez sans doute déjà vus qui nous expliquent pourquoi il faut en sortir. Celui-là par exemple, la zone de confort. Si on en sort, on a la zone d'apprentissage, choix de mots totalement arbitraires qui laisseraient entendre qu'on ne peut rien apprendre dans notre zone de confort. C'était juste plus sexy que zone de stress. Mais par contre, si on va trop loin, comme l'avait déjà vu Yerkes et Dodson, quand ça fait trop mal, on est en danger, on arrive moins bien. Mais est-ce que vous voulez voir mon schéma préféré? Mon schéma préféré, c'est celui-ci. Alors là, on n'a plus de zone de danger, parce que pourquoi s'embarrasser avec une limite? À la place, si on persévère encore plus, si on a encore plus de résistance au stress, on atteint enfin la zone de grandeur. Incroyable! Mais il y a une chose que ces schémas ne vous disent jamais, et que pourtant, même en 1908, on avait remarqué. Tout dépend des tâches. Et c'est quoi une tâche cognitive complexe chez l'être humain? C'est des choses comme réfléchir, créer, collaborer, analyser, communiquer. Enfin, cherchez pas, c'est à peu près toutes les compétences du travail moderne. Et pour ces tâches-là, les recherches convergent, c'est quand le niveau de stress est le plus bas que les performances sont les meilleures.
pourquoi alors est-ce que ce mythe d'une indispensable sortie de zone de confort perdure? Alors, il y a peut-être un indice du côté du chercheur en psychologie managériale Martin Corbett, qui a beaucoup étudié tous ces sujets dont je viens vous parler, et qui a écrit en 2013 « L'intimidation des employés par la direction n'est en aucun cas un phénomène nouveau, mais la théorie de la zone de confort offre sans doute un certain degré de légitimation à la pratique. » Donc de cette petite enquête, moi j'en ai compris deux choses. La première, c'est que les courants de pensée dominants influencent énormément la manière dont on interprète et diffuse la science. Et le monde du travail dans lequel nous sommes depuis un moment, tout comme l'école qui nous y prépare, il est productiviste. Ça veut dire que ce qui fait priorité par-dessus tout le reste, c'est produire, bien avant de respecter les besoins humains. Et ma deuxième conclusion, c'est que donc définitivement, cette nécessité de sortir de sa zone de confort pour bien travailler, c'est du flan. Le meilleur moyen de faire du travail de qualité sur la durée, c'est en essayant de maintenir un niveau de stress bas. C'est ce que je vis depuis 6 ans et c'est ce que vivent les autres slowpreneurs. Mais quand même, de Judith Bardwick, celle du livre, j'ai retenu une chose, c'est sa définition de la zone de confort, puisqu'après tout, on lui doit. Et en fait, elle est très intéressante quand on l'interprète au regard du vrai lien entre stress et performance au travail. Elle parle d'une zone neutre d'anxiété, dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise. Et je me suis dit qu'à force de nous expliquer dans des schémas pourquoi on devait en sortir, ce serait bien de regarder ce qu'il y a dedans. Donc je me suis demandé ce qui nous permettait, moi et les personnes que j'accompagne, d'être concrètement dans cette zone dans notre travail. Et ça a donné lieu à une nouvelle version de la zone de confort que je vais vous présenter dans un instant, qui est en 4 parties. 4 parties qui s'influencent mutuellement, qui sont indissociables. Mais pour que ça soit plus facile à retenir, puisqu'on est dans le confort, j'en ai fait une pizza. La première part de la zone de confort, c'est celle de la santé. Reléguer la santé au second plan dans le monde du travail comme un dommage collatéral, c'est une erreur monumentale. Le corps, c'est le boss final. Il a toujours le dernier mot. J'ai pas eu une tumeur à 22 ans et un burn-out à 31 ans parce que j'étais trop peu résistante au stress chronique, mais parce qu'on nous apprend depuis toujours à minimiser les signaux de notre corps, à ne pas trop nous écouter, tout en étant dans une société qui a de plus en plus de sources de stress. Alors depuis, j'ai un peu changé de façon de faire et dans mon quotidien d'entrepreneur, quand j'ai des périodes de stress, ça arrive régulièrement, mon premier réflexe, c'est de me dégager du temps pour me reposer plus, de faire plus attention à mon alimentation, vous basez pas sur la pizza, et de boire moins, voire plus du tout d'alcool, pour gagner en confort sur ma santé face à la situation et éviter que le stress s'installe. La deuxième partie de la zone de confort, c'est celle qui parle de notre naturel. Et ça comporte notamment nos talents. Vous savez, ces choses qu'on fait avec tellement de facilité qu'on ne comprend pas pourquoi c'est pas aussi simple pour les autres. Et pourtant, on y accorde peu d'importance parce qu'on nous a toujours appris que ce qui avait de la valeur, c'est ce que nous demandait des efforts. Mais c'est important de les identifier parce que quand on pratique et qu'on progresse sur nos talents, c'est ce qui nous permet d'atteindre l'excellence sans avoir besoin d'être en dehors de notre zone de confort. Et dans cette partie, il y a aussi notre mode de fonctionnement, comment notre cerveau est câblé, pour pouvoir y adapter au maximum nos méthodes de travail. Comment on obtient plus de résultats en faisant moins d'efforts? Eh bien, autant que possible, en permettant aux humains d'adapter les méthodes avec lesquelles ils travaillent, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à demander à tous les humains de s'adapter à une méthode. Au passage, cette partie du naturel, c'est ce que beaucoup de gens appellent la zone de génie. Donc la prochaine fois que la même personne vous explique que pour réussir, il faut exploiter sa zone de génie, mais sortir de sa zone de confort, vous comprendrez l'ironie de la chose. La troisième partie de la zone de confort, c'est celle de la sécurité. Dans le travail, c'est notamment la sécurité financière. On n'a pas tous les mêmes besoins là-dessus, d'accord ? Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est souvent quand il y a un manque à ce niveau-là qu'on est le plus vulnérable à ces discours qui nous expliquent que pour résoudre la situation, il faut sortir de notre zone de confort, alors qu'on est déjà complètement à côté.
Mais c'est le discours dominant, on a besoin d'être rassuré quand on est stressé, et donc on suit le mouvement, c'est rassurant. Et c'est en ayant conscience de tout ce que vous avez dans votre zone de confort et de ses limites que vous pourrez, au contraire, résister à cette injonction et plutôt aller vers des choses qui vous font du bien. Et la dernière partie de la zone de confort, c'est celle de la fluidité. Ça parle de la charge de travail et des marges de manœuvre qu'on a. Là aussi, on a tous des réalités différentes. Moi, je suis maman de 2 jeunes garçons, je vis avec leur papa, tout le monde est en bonne santé et j'ai qu'un seul travail. Je ne vais pas avoir la même disponibilité que vous ou moi-même à une autre période de ma vie. Mais aujourd'hui, dans mon travail, je m'arrange au maximum pour être en sous-charge. Je vise la sous-charge pour avoir de quoi me tromper, expérimenter, traîner si j'ai besoin. Et dans le pire des cas, j'avance plus vite que prévu. Et ça ne m'a pas empêché d'atteindre et d'accomplir autant de choses que mes pairs. Par contre, je l'ai sans doute fait avec moins de pression. Donc c'est en exploitant toutes ces 4 parties depuis 6 ans qu'au-delà d'atteindre une réussite au-delà de ce que j'espérais, j'ai énormément gagné sur ma santé et sur ma joie. Parce que j'ai découvert une façon de travailler qui est finalement un outil de soin de soi à part entière. Et c'est en partageant mon parcours au fil des années que j'ai pu inspirer des milliers d'indépendants avec cette idée que oui, on peut aussi réussir en refusant les sacrifices et en exploitant sa zone de confort. Parce que vous savez quoi? Vous en sortez déjà tous les jours malgré vous. Donc dans le peu de choses que vous maîtrisez, y rester, c'est maintenir aussi un équilibre soutenable. Alors demandez-vous, de quoi vous avez besoin pour être en bonne santé? Quels sont vos talents? Quel est votre mode de fonctionnement? De quoi vous avez besoin pour être en sécurité? Et quelle est la charge de travail raisonnable qui vous laisse de la marge? Posez-vous ces questions, commencez par l'explorer, votre zone de confort. Parce que ce qui a le plus de valeur dans ce que vous pouvez apporter au monde se trouve probablement dans ce qui vous demande le moins d'efforts. Merci.